Non, ne me déteste pas. Je sais que j'ai créé un suspense terrible pour laisser planer le doute sur est-ce que oui ou non cette fécondation in vitro a marché. Est-ce que oui ou non, bah, je suis enceinte. Et je sais que le suspense est insoutenable, mais c'était important que je crée cette tension pour que tu prennes la pleine mesure de ce qui était en jeu au moment de découvrir moi-même la réponse à cette question. Parce que c'est des années et des années, en fait, d'émotions accumulées, de tensions accumulées aussi. Et bien évidemment que, comme tout le monde, je pense, enfin en tout cas beaucoup de personnes en ligne, j'avais ce rêve de pouvoir enregistrer, tu sais, ce type de vidéo que tu vois, de révélation où en fait t'as la nana qui découvre le test de grossesse et puis qui le plante quelque part pour que son mari le découvre et que c'est la surprise et puis tout le monde est heureux, tout le monde est content, etc. Bon, déjà d'une part, moi je pouvais pas faire ça parce que bien évidemment que mon mari était au courant que c'était en cours potentiellement et que donc on allait avoir une réponse, donc il n'y a pas cet effet de surprise. Mais en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un revers de la médaille à tout ça. C'est que oui, en ligne, on voit ces magnifiques vidéos où tout le monde est aux anges de découvrir que, bah voilà, un bébé est en route. Mais ma réalité à moi, c'est qu'il y a eu tellement de fois où j'ai cru que c'était le cas et ça l'était pas. Tellement de vidéos enregistrées avec cet espoir que cette fois ça va être positif et puis c'est négatif. Et je pense que c'est important de le montrer aussi. Donc je voulais partager ça avec toi. Et ça a eu lieu avant notre fécondation in vitro. Et c'est ce qui explique que le jour de regarder le résultat de ce test avec mon mari au fin mars, début avril, je me rappelle même plus la date, mais ça n'a pas tellement d'importance, ma priorité, c'était pas d'enregistrer une vidéo pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux. Je voulais juste avoir une réponse. Je voulais juste avoir une réponse. Puis une fois que je l'ai eue, là, j'ai pu enregistrer. On doit faire le test demain, j'ai juste pas pu tenir. On a dimanche soir. Et c'est le résultat. Et on voit tellement la ligne. Alors qu'on est dimanche soir. Que c'est les urines du soir et non du matin. Je suis tellement contente. J'ai juste tellement pleuré de soulagement, honnêtement. Je suis trop excitée. Et demain, on va pouvoir avoir la confirmation que c'est... Bon, je fais une prise de sang, que c'est une grossesse viable, avec un bébé en pleine santé, et qu'il n'y en a qu'un, et pas deux, ce qui est une possibilité. C'est incroyable. J'étais bien enceinte. Mais le fait est que maintenant, j'étais confrontée à la deuxième étape, qui est de rester enceinte. Parce qu'on le sait qu'il y a un pourcentage de fausses couches possible. Et après tant d'années à attendre, à espérer que ce soit quelque chose qui me soit possible et disponible, je te garantis que t'as du mal à y croire à 100%, en fait. Il y a une part de toi qui te dit que à tout moment, ça peut être retiré. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter et que donc, oui, j'avais le droit d'être heureuse, mais je voulais pas non plus me réjouir trop vite, tu vois, parce qu'on sait jamais. Alors, dans cette dynamique encore de me protéger, et je pense que tu peux voir ici qu'il y a vraiment ce fil rouge qui découle de ce parcours, se protéger, tous les groupes Facebook que j'avais rejoints, j'en suis sortie. J'en suis sortie parce que toutes les choses négatives qui peuvent se produire, tu vas les voir dans ces groupes Facebook.
Et je ne voulais absolument pas laisser mon mental être influencé par les expériences extérieures, une fois encore, ni par les croyances des gens, ni par juste leurs pensées en fait. Donc je suis sortie de tous ces groupes Facebook là et j'ai évidemment que j'étais dans j'avais bien en tête que j'étais enceinte, qu'il fallait que je me prépare, mais il y avait quand même une espèce de retenue dans le sens où, ok, jusqu'à ce qu'on atteigne les 12 semaines, hein, le cap des 3 mois, on va pas trop se projeter. Hein. Et pour te dire, dans le genre, on va pas trop se projeter, j'ai littéralement attendu genre 10 semaines avant d'acheter mon premier soutien-gorge de grossesse. Voilà, pour te donner tous les détails. Et pourtant, Dieu sait que j'en avais besoin avant. Mais juste que je voulais pas dépenser d'argent si ça servait à rien, en fait. Si derrière, j'allais porter le truc 10 jours et puis après c'était fini. Pour te dire vraiment le conditionnement dans lequel j'étais. Et du coup, il y avait une espèce de, on va se le dire, de détachement émotionnel vis-à-vis de la situation, hein, on va attendre de voir que les choses se passent. Et le fait est que, quelque part, la suite m'a donné raison, en fait. Parce que je me rappellerai toujours, à cette semaine, donc, mon mari s'apprêtait à partir en voyage d'affaires aux îles Vierges. Et cette fois-ci, j'allais pas venir avec lui. Je crois que j'avais un lancement ou quelque chose, je sais plus. Enfin bref, je voyageais pas avec lui. Donc la veille, on se dit bon, on va passer un petit moment ensemble et tout. On va aller faire une balade. Voilà, parce qu'on le dit, hein, quand on est enceinte, c'est important de maintenir une activité physique quand même. Ne serait-ce qu'une balade de 30 minutes chaque jour, 20-30 minutes, c'est bien. Ok. Il faut savoir que jusque-là, moi, les efforts physiques, j'avais fait zéro parce que j'étais fatiguée. Voilà, j'étais fatiguée. Donc, je fais ma balade. Mon mari prend l'avion tôt le matin. Moi, je me réveille vers 9 heures, un truc comme ça, 9h30. Et j'avais un peu... j'avais des douleurs, en fait. J'avais des douleurs. euh, pour vraiment donner des détails, parce que si jamais il y a des personnes qui le vivent comme ça, elles sauront. Le sentiment, c'était comme si j'avais des gaz qui passaient, mais genre au niveau de l'utérus, en fait. Et donc, le passage de la bulle, en fait, était douloureux. Mais bon, c'était supportable. Honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, on va dire, c'était 2. 2, 3. Tu vois, c'était pas fou. Et donc, je reste un petit peu allongée dans mon lit. Bon, de toute façon, toi-même, tu sais, hein, premier réflexe, tu prends le téléphone, tu regardes les notifications, donc le temps passe. Voilà, c'est un petit peu désagréable, mais ça va. Et puis, bah, je me lève pour aller aux toilettes. Et là, big splash. Je perds du sang. Genre, liquide. Beaucoup de sang. Et ça a été l'un des moments les plus effrayants de ma vie, je pense. Parce que, bah, évidemment, la première chose que je me suis dit, c'est, bah, je suis en train de faire une fausse couche. Et en plus de ça, je suis seule, puisque mon mari est parti en voyage. Et tu dois ajouter ça que, bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Faut que j'aille à l'hôpital. À l'hôpital, dans un pays qui n'est pas le mien, dont je connais rien au système médical. Je suis jamais allée à l'hôpital depuis que j'habite ici. Donc, situation inconnue, tu vois. Un peu stressant quand même. Donc, t'ajoutes le stress sur le stress. Tu vois le truc. Et je me rappelle, c'était très intéressant de voir, en fait, il y avait une espèce de détachement, c'est-à-dire que pendant quelques secondes, j'ai paniqué. Et tout de suite après, je suis passée en mode survie. Mon cerveau s'est mis en mode pratique. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'ai appelé ma gynéco. Ma gynéco me dit d'aller à l'hôpital. Faut que j'aille à l'hôpital. Où est l'hôpital? Pour te dire. Où est l'hôpital? Ok, on prend le GPS. De quoi j'ai besoin? J'appelle mon mari pour le tenir au courant, lui dire ce qui se passe et tout ça. Donc vraiment en mode pratico-pratique, j'arrive à l'hôpital, j'ai un très mauvais sens d'orientation. Je prends une photo de où je suis garée dans le parking parce que je me dis que je suis dans un tel état de stress. Quand je sors de l'hôpital, je vais pas me rappeler où je suis garée. Pour te dire. Vraiment, ces trucs-là. Et donc, j'arrive à l'hôpital. Et je suis admise. Donc, le personnel, super. J'ai rien à redire sur l'hôpital.
Et puis, bah, bon, bah, faut attendre, hein. C'est l'hôpital, hein, les urgences, t'attends pendant des heures et des heures. Euh, Ça pour savoir si, est-ce que, bah, le bébé il va bien, en fait. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si à ce stade-là, on appelle déjà un bébé ou juste l'embryon. Enfin, bref. Je voulais juste savoir si ça allait, en fait. Et c'est long d'attendre avec cette interrogation-là. Toute seule. Bon, évidemment que aussitôt que j'ai raconté à mon mari ce qui se passait, bah, on est resté en contact, évidemment qu'il m'a appelé, évidemment qu'on s'est envoyé des messages et tout ça, mais c'est pas pareil quand même, c'est pas pareil. Mais bref, Dieu merci, Dieu merci, tout allait bien. En fait, ce qui s'est passé, et apparemment c'est assez courant pour les personnes qui passent par une fécondation in vitro, c'est que j'avais un hématome, en fait, à côté de la, mon Dieu, la poche avec des choses. Voilà, ça y est. Mommy brain. Voilà, j'ai déjà oublié les trucs. J'ai oublié les termes techniques. Bref, j'avais un hématome et à cause certainement de la marche, en fait, bah, ça a explosé, si je puis dire. Et donc, du coup, bah, le sang qui était contenu s'est écoulé. Voilà. Et après ça, eh ben, j'étais en mode zéro activité physique. Non pas que moi j'avais peur, mais que les médecins m'ont dit, même la marche là, tu l'oublies. Tu l'oublies. Donc, en fait, les mois qui ont suivi, je pouvais plus faire grand-chose. Je pouvais pas vraiment sortir de chez moi, en fait. Je pouvais pas faire d'activité. Quand tu peux pas marcher ne serait-ce que 20 minutes, qu'est-ce qui te reste? En fait, zéro activité physique. Bref. Donc, bah, entre 7 semaines et 12 semaines, hein, qui est quand même officiellement le cap où tu peux commencer à vraiment te dire, ok, c'est bon, c'est installé, mon défi, ça a été bah, de pas trop penser au fait que j'étais enceinte, tout en sachant que j'étais enceinte. Et en même temps, c'était très difficile d'oublier que j'étais enceinte dans la mesure où je devais m'avaler une quantité de pilules et je devais m'injecter des hormones chaque soir, piqûres, tout ça. Toi-même, tu sais. Enfin, toi-même, tu sais. T'as dû voir ça dans les films. Sans parler des ovules à se mettre à l'intérieur. Voilà, tu vois le tableau. Donc, en gros, t'as au moins 4 fois dans la journée où tu dois prendre une médication, quelle qu'elle soit. Donc, on te dit de pas trop y penser, mais en même temps, t'as ton chronomètre là, à chaque heure précise et tout. Enfin, il faut suivre le planning pour prendre tes trucs dans les temps en heure et tout, hein. Donc bon, pas évident. Mais bref, écoute, le temps est passé. Et pour te résumer, le premier trimestre, fatigue extrême. Extrême. Je sais pas si c'est tout le monde, sûrement que c'est normal. En tout cas, j'étais opérationnelle 2 à 3 heures dans la journée. On va se dire les choses. Je me levais le matin, à 9 heures, j'étais épuisée. Je prenais mon petit déjeuner. Je faisais un peu regarder mes notifications, machin. 1 heure plus tard, j'étais au lit à dormir. L'après-midi, j'arrivais à bosser peut-être 1, 2, 3 heures dans les grandes journées. Le reste, je retournais au lit et j'étais sur mon iPad à regarder Netflix. Je me suis regardé l'intégrale de la série Girlfriends sur les conseils d'une amie. C'est une vieille série noire américaine. Si tu l'as pas regardée, ça vaut la peine. Je me suis enfilé toutes les saisons. Et tu sais, c'est les séries à l'ancienne avec 21 épisodes, genre. Pour te dire le temps que j'ai passé à regarder ça. Enfin, bref. Et du coup, bah, forcément, avec une routine pareille, ça m'a forcé, en tout cas invité, fortement encouragé à revoir, bah, ma façon de travailler. Parce que le fait est que j'ai réalisé qu'au cours de ces dernières années, alors, bon, ok, toute proportion gardée, mais à mon échelle, sans le savoir, j'étais vraiment passée en mode hustle, en fait. Et non pas que j'étais en mode ouais, j'y vais et voilà la sueur de mon front et machin et tout, mais c'était plutôt dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans mon business et j'étais déterminée à trouver ce que c'était
et à faire le travail nécessaire pour régler le problème. Donc, celles qui sont abonnées à ma newsletter, vous avez dû constater au cours des dernières années la quantité d'emails que j'ai envoyés. Quand j'ai la quantité d'emails, c'est que genre, quand j'étais en lancement, des fois, j'envoyais jusqu'à 5 emails par jour. Pour vous dire. Et là, pour le coup, j'ai vraiment développé cette compétence de rédaction et de vente par email, donc je ne me plains pas. Donc à ça, j'ai testé plein de différents types de lancements. Enfin, j'ai fait évidemment des challenges, bon ça, c'est pas nouveau, mais j'ai testé des workshops, des webinaires, des machins sur 3-4 jours. Enfin, lancement par email, j'en passais des meilleurs, ok? Parce que j'étais persuadée dans ma tête qu'avec un truc qui fonctionnait pas, jusqu'à ce que je comprenne que en fait, non, c'est pas que ça fonctionnait pas, c'est plutôt que les choses ont changé, le marché a changé, les habitudes de consommation des gens ont changé. Bref, la façon dont je travaillais aujourd'hui en étant enceinte n'était pas compatible du tout avec la disponibilité, tant en termes de temps et d'énergie que j'avais, en fait. Alors, pas du tout. Je ne pouvais plus me permettre de travailler de 9 heures du matin à 15-16 heures, hein, grosso modo. C'est pour ça que je dis seul, toute proportion gardée, parce que bon, c'est pas non plus... voilà. Mais à mon échelle, pour moi, qui fut un temps travailler 2 heures de la journée quand j'étais au Mexique, voilà, on était passé d'un extrême à l'autre. On peut se dire la vérité. Mais le fait est que, voilà, ça, c'était plus possible. C'était plus possible, et de toute façon, ça ne serait plus possible non plus, en tout cas, je me l'imagine, avec un bébé. Donc, voilà. Et il a fallu que je réorganise ma façon de travailler à cause de ça, mais aussi parce que j'avais un manque de focus de ouf. De ouf. Et mon mari n'arrêtait pas de me dire, mais t'es enceinte, c'est normal, c'est le mommy brain. Et je me disais, mais de quoi il me parle? Parce que j'ai toujours entendu parler du mommy brain. Genre, quand t'as ton bébé, ta mémoire, tu perds tes cellules, là, tu vois, tu oublies des trucs. Mais je ne savais pas qu'en fait, quand t'es enceinte aussi. Et j'étais vraiment pas capable de me concentrer plus de 20 minutes, en fait. J'étais très vite distraite. Et pour moi, qui a toujours été super sérieuse, consciencieuse, disciplinée, etc., j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et je vais te montrer mon meilleur investissement pour régler ce problème. En tout cas, m'aider. En fait, c'est une espèce de timer et tu vois, il y a t'as les minutes en fait ici. Donc ce que je faisais, c'est que je me mettais soit à un timer de 10 minutes, soit à un timer de 30 minutes. Et comme ça, je me dis, bon, allez, pendant 10 minutes, je fais cette tâche et je me fais une pause. Et après, je peux reprendre. Et c'est la seule façon dont j'arrivais à tricker mon cerveau pour pouvoir arriver à faire mon travail. Vraiment. Le 30 minutes était super challengeant à tenir, mais c'est la seule façon dont j'arrivais à avancer, en fait. Voilà. Si jamais tu rencontres ce problème, voici mon petite astuce. Donc, manque de focus et, physiquement, c'était pas facile non plus. Déjà parce que j'ai eu des hauts le cœur. Là, des remontées gastriques, là, qui m'ont tué tout au long de la grossesse. Tu vois, là, j'étais bien, j'étais dans le flow. Mais tout d'un coup, alors que j'étais en train de taper tranquille, je commence à avoir de remontées gastriques. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est un truc de la grossesse que je déteste. Dieu merci. Il y a Toms. Toms a sauvé ma vie. Je ne sais pas si c'est disponible en France, mais là, on voit que la boîte est presque vide. Alors que pourtant, on a 72 à l'intérieur. Et sans ça, j'aurais jamais survécu. Mais aussi, comme toute femme enceinte, en fait, t'es pas confortable assise, t'as besoin d'aller faire pipi toutes les 5 minutes, enfin, voilà quoi. Je viens juste de m'asseoir à mon bureau pour regarder les pubs. Je m'assois et là, ça, on est en mode compression là, ici. Et non, je peux pas commencer. Faut aller faire pipi d'abord. Il a vraiment fallu que je réfléchisse, au-delà de ça, à mon business model, en fait. Comment est-ce que je me vois continuer à mener mon entreprise dans la suite? Et ce qui est fou, c'est que j'ai toujours eu en tête que je voulais des enfants et toujours voulu penser à préparer mon entreprise dans cette direction. À vrai dire, depuis 2020, mon objectif, c'est de préparer le business pour ça.
Et c'est la raison pour laquelle j'avais lancé le mastermind des impératrices de la façon dont il était, avec cet objectif d'avoir une équipe de co-coach qui sont en capacité de coacher en mon absence. Hein. Donc, quand je suis en congé maternité ou m'occuper des enfants et machin, j'ai des personnes dans mon équipe qui sont en mesure de venir me supporter. Vraiment, tout a été pensé pour être automatisé, simplifié, délégué, etc. Et en fait, et puis on s'en parlait évidemment des ventes en evergreen, de systèmes d'acquisition de clients qui permettent de recevoir des candidatures tout au long de l'année, d'accepter des gens tout au long de l'année. Bref, tout avait été mis en place depuis 2020 dans cette direction. Mais le fait est que cette année, j'ai tout mis à la poubelle. Je sais, ça paraît fou. J'ai tout mis à la poubelle parce que, en fait, on a beau essayer de se préparer à l'avance à ce genre de choses. En fait, on peut pas se préparer, à mon sens, autant à l'avance parce que les choses évoluent. Et le marché auquel je vendais en 2020 donc, 2020, c'est le Covid, c'est l'explosion du marché, etc. C'est plus le même qu'aujourd'hui en 2024. C'est plus du tout le même. Les gens ne veulent plus le même type d'accompagnement, n'investissent plus de la même façon qu'auparavant. Donc tout ce que j'avais mis en place, alors je vais pas dire que c'est toujours à jeter à la poubelle, mais en tout cas, c'était plus viable pour moi aujourd'hui. Même l'idée d'avoir une équipe, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, je me suis rendu compte que j'ai pas envie d'avoir une armée de coach en fait, ça me parle pas. Euh, Et puis c'est aussi du stress, c'est une pression financière à avoir à payer. Bah c'est salaire à la fin du mois là. Voilà, salaire et toutes les taxes qui va avec. Toi-même tu sais, les employés en France, ça coûte c'est un budget. Bref, donc tout ça c'était fini. Et vraiment j'ai dû me poser la question qu'est-ce qui compte vraiment en fait? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et ce qui compte vraiment, en fait, c'est deux choses. Vraiment, c'est juste deux choses. C'est d'une part d'avoir un programme signature. Alors, en tant que tel, les impératrices, c'en est un. Mais celui pour lequel je suis connue à la base, c'est pas celui-ci. C'est les challengers. C'est le cœur de mon entreprise, c'est mon ADN. C'est faire des challenges et vendre en 7 jours top chrono. Vendre ses formations, ses coachings en ligne grâce au challenge. C'est ma spécialité. C'est comme ça que je me suis fait un nom. Donc, tu vas avoir un programme signature et je me suis dit que, ok, bah, cette année, en 2024, je vais remettre à nouveau le focus là-dessus. Déjà parce que c'est pour ça que je suis connue. Mais en plus de ça, les challengeuses sont le début de l'entonnoir finalement pour aller ensuite vers les impératrices. Parce que déjà, une fois que tu as suivi les challenges avec moi, tu as appris à vendre. Ce qui est la difficulté numéro 1 des gens en business en ligne. Faire des ventes, ok. Donc, déjà, t'as appris à vendre. Donc, t'as développé une compétence qui est nécessaire pour être prête à passer au niveau suivant. Déjà, numéro 1. Mais numéro 2, ça veut dire aussi que grâce à moi, en fait, t'as eu cette première victoire, cette première avancée dans ton business qui crée une confiance nécessaire pour avoir envie de continuer à travailler avec moi et d'évoluer avec moi. Et donc d'embarquer dans un programme plus conséquent en termes d'investissement financier, de temps, etc. Ok? Donc, en fait, c'est le début de mon entonnoir. Mais du coup, vu que j'avais arrêté de vendre les challenges pendant un certain temps, bah, il est temps de renflouer, en fait, ce bassin, hein, pour que, à la fin, bah, j'ai quelques personnes qui rentrent dans le mastermind. Donc, je me suis dit, priorité, c'est avoir un programme signature. Ça, c'est la première chose importante. Mais la deuxième chose importante que j'ai réalisée, et c'est intéressant parce que personne n'en parle, c'est d'avoir un lancement signature. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais percuté que les challenges étaient mon lancement signature. Et pourtant, depuis des années et des années, je vous dis que ce qui est fantastique avec les challenges, c'est que tu peux le faire, le même challenge à répétition. Hein, et que donc tu crées des revenus à répétition. Mais pourquoi, du coup,
on n'utilise pas ce terme, en tout cas moi maintenant je vais l'utiliser, c'est un lancement signature, le challenge est ton lancement signature. C'est comme ton show que t'emportes avec toi en tournée en fait. Hein? Quand t'es humoriste, ou voilà, t'as le même show que tu donnes dans toutes les villes de France là. Et d'ailleurs, bah là c'est la même chose. T'as ton challenge signature que tu vas aller refaire un peu partout sur l'internet. Ok? Et c'est pour ça que les gens viennent assister parce que le show est de qualité. Le challenge est de qualité. Et ce qui est fantastique avec ça, c'est que, bah, c'est comme ça que tu te fais ta réputation parce que le show est de qualité. Mais en plus de ça, tu le maîtrises parce que tu as l'habitude de le faire. Hein, pas vrai? Et en plus de ça, bah, parce que tu as l'habitude, bah, derrière, tu as tes résultats qui sont garantis. Tes ventes, tu les fais. Parce que tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises les objections à l'achat. Tu maîtrises ton pitch de vente. Tu maîtrises la mise en valeur de ton offre. C'est tout ça que les challenges permettent. Je me suis dit, on va revenir aux bases. On va revenir aux bases. Et cette année, si tu m'as observé, je n'ai fait que des challenges. J'ai fait le même challenge toute l'année, à l'exception de un qui a été un nouveau challenge pour vendre un nouveau programme. Et ça, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo YouTube. Parce que, en fait, le fait d'être enceinte m'a fait poser 3 questions essentielles pour complètement redéfinir comment, en 2025, bah, continuer à avoir une entreprise qui fait les 6 chiffres et les multiples 6 chiffres en ligne. Parce que, vraiment, je te garantis, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Et il y a un besoin de s'adapter pour continuer à survivre sur la toile. Parce que les gens sont plus, je veux pas dire frileux, mais ils investissent avec davantage de, comment dire? Ils vont prendre davantage le temps de regarder, d'étudier, de réfléchir à la question. C'est fini le temps où les gens ont acheté le rêve là et voilà, ils se posaient pas de questions, ils allaient et tout. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'obstacles qu'il y en avait avant. Donc il y a ça qui se présente, mais en plus de ça, si t'es enceinte et que t'attends un enfant, bah, va falloir forcément réfléchir à comment en tout cas c'est ma directive, comment je fais pour continuer à fonctionner en faisant, comment dire, je veux pas dire en faisant le moins possible parce que c'est pas forcément le but, mais en étant la plus efficiente possible. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te partager quel est le modèle que j'ai mis en place, quelles sont ces 3 questions qui ont justement orienté ces décisions et comment est-ce que je vois finalement le futur de mon entreprise avec un nouveau-né. Donc, au cas où le message n'était pas clair, oui, j'ai bel et bien été enceinte. Oui, j'attends un bébé. Et à vrai dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, bébé est déjà arrivé. Bébé a combien de jours? 9 jours. Mais il faudra me suivre sur Instagram pour découvrir, oh peut-être que je ferai sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram c'est sûr, pour découvrir le gender reveal que l'on a fait et toutes ces scènes du quotidien que j'ai enregistrées mais que je n'ai pas encore partagées. Et j'ai des trucs bien rigolos. C'est les fêtes de fin d'année, si tu veux quelque chose de léger et qui fait du bon au cœur, et bah va t'abonner à mon Instagram, I am Anis Harris. Et pour toutes celles qui ont de la difficulté à concevoir et pour qui c'est difficile de consommer ce genre de contenu, je comprends. Je comprends. Et je veux que tu saches que ce n'est pas parce que ce n'est pas toi aujourd'hui que ça ne veut pas dire que ce ne sera pas toi demain. Et j'ai envie de terminer sur cette vidéo sur quelque chose d'important d'un point de vue personnel.
Vous me direz si ça vous intéresse que j'en parle pas sur YouTube parce que vraiment là, on s'éloigne du business, on est vraiment sur la vie perso. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu du mindset derrière, enfin de mon expérience de devenir maman quand je me suis persuadée depuis aussi longtemps que j'étais pas faite pour être mère. Vraiment, j'étais pas faite pour être mère. Jusqu'au moment où on m'a déposé mon bébé sur la poitrine, j'étais vraiment, hein, je peux vous raconter ça. Je peux vous raconter, voilà. Mon amour, si tu regardes, je parle à mon bébé, si jamais tu regardes cette vidéo, sache-le. Après, les choses se sont débloquées. Mais c'est vrai que sur l'instant, ça fait tout drôle. Et bref, donc tu me diras, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Je ferai une vidéo spéciale, parce que du coup, ça sort du business. Mais la première chose que je veux dire, et c'est un conseil qui s'applique au business aussi, pour le coup, c'est que je pense qu'il y a une chose qui est déterminante, qui a joué un rôle favorable dans le fait de tomber enceinte et de justement pouvoir créer cette possibilité dans ma tête que je peux être mère. Bah évidemment c'est mon mari, donc les personnes qui t'entourent, hein. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est vrai. Si t'es entouré d'entrepreneurs qui galèrent et qui croient pas qu'ils peuvent arriver à faire quoi que ce soit, ça va être difficile de toi arriver à te projeter si t'as déjà du mal. En fait, ça va faire que renforcer les croyances que tu as. Versus avoir un partenaire qui te voit depuis le premier jour, parce que c'était le cas de mon mari, comme une mère potentielle. Ça change tout. Depuis qu'on s'est rencontrés, et quand j'ai depuis qu'on s'est rencontrés, genre depuis le premier mois, il m'a toujours parlé du fait que j'allais être enceinte. Et j'avais beau lui dire que c'était pas possible. Non, là, c'est pas possible. Il a jamais cessé d'y croire. Il a jamais cessé de me le dire. Il a jamais cessé de, ne serait-ce que d'évoquer l'idée et donc de me forcer à le visualiser en l'entendant. Hein. Il y a ça, le fait qu'il ait déjà des enfants aussi, bah forcément je m'occupais des enfants, donc il ne faisait que renforcer le fait de, tu vois que tu l'as l'instinct maternel, tu vois que tu t'occupes d'eux comme si t'étais leur mère, tu vois que tu es cette personne en fait. Et forcément il y a eu des situations où j'étais comme forcée de constater qu'il avait raison, hein. Quand si ma mère regarde cette vidéo, elle va rigoler. Je me rappelle le premier voyage qu'on a fait en voiture, etc. Et que mon premier réflexe arrivé à la porte avant de partir et que tout le monde en voiture, c'est est-ce que tout le monde a fait pipi? C'est un truc de maman, ça. C'est un truc de maman. Bon, bah ouais, force est de constater que ah ouais, j'ai ça en moi en fait. J'ai tellement passé de temps à me faire une raison que bon bah la vie a décidé que je ne serai pas mère donc voilà, c'est pas pour moi, c'est pas dans mes cartes. Peut-être que c'est juste je suis pas censée. Qu'en fait de déconstruire cette identité, ça a été challengeant et je pense que c'est venu vraiment je sais pas si le mot peser mais en tout cas jouer un rôle dans le fait que ce premier trimestre là, j'essaie de me détacher, de me protéger en fait pour ne pas vivre une énorme déception, hein. Je voulais croire mais sans trop y croire à cause de tout ça. Et je vous passe même toutes les réflexions sur ça c'était avant la FIV sur finalement je me suis tellement créé moi Annelise en tant que personne comme une identité de bah dans la vie avoir des enfants c'est pas une fin en soi, il y a d'autres choses que je peux accomplir dont créer une entreprise, toucher des centaines voire des milliers de personnes, impacter les gens etc. Ça a une valeur qui est inestimable. C'était tellement ancré en moi ça que c'était mon accomplissement à moi, c'était ma réalisation, c'était ma fin en soi que j'ai vraiment eu pendant longtemps des doutes sur mais si je ne suis plus cette personne, parce que si tout d'un coup je suis enceinte, si tout d'un coup j'ai un enfant, mais alors qui suis-je?
tellement cette identité de Annelise sans enfant était ancrée. Annelise qui n'est pas faite pour être mère et qui a décidé de développer autre chose dans sa vie qui est tout aussi important. Mais du coup, voilà, si tout d'un coup je change d'identité et que je deviens cette mère de famille, alors ça veut dire quoi du reste? Ça veut dire quoi de mon entreprise? Pas vrai? Bref, je commence à digresser. Donc, tout est bien qui finit bien, pas vrai? J'ai hâte de revenir donc dans un épisode 3 pour t'expliquer du coup comment est-ce que j'ai restructuré mon business pour fonctionner avec un bébé en 2025, à l'heure où les gens sont plutôt tendance à investir dans des petits prix que dans des prix à étiquette, mais avec toujours la ferme et strong, la ferme intention de vendre à prix premium parce que ça reste ma marque de fabrique aussi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce et je te dis à très bientôt. Salut, salut!